Tout le monde connaît la phrase de Jaurès qu'on répète à l'envi, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est dans le discours à la jeunesse que se trouve cette citation que nous connaissons bien, le discours à la jeunesse de Jaurès. On se rappelle aussi de la phrase de François Mitterrand, si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît a toujours tort. La gauche sans la jeunesse sans la gauche n'est pas la même chose. Et c'est peut-être pour cette raison aussi qu'on a souhaité que la première table ronde thématique de ce congrès parle de la question de la jeunesse, parle de la question de l'autonomie de la jeunesse. On sait qu'avec la crise sanitaire, notamment la crise économique, l'inflation, la jeunesse subit particulièrement les contre-coups de la crise économique et de l'inflation. Et donc, c'est sur cette première thématique que j'appelle Louis Laridon et Garance Leroux, qui, tous les deux, vont animer la table ronde qui suit. Mais immédiatement, d'abord, en introduction, une petite vidéo. Mes chers camarades, nous sommes ravis avec Garance Leroux, trésorière nationale des Jeunes Socialistes et animatrice fédérale des Jeunes Socialistes de Loire-Atlantique, et moi-même, donc Louis Laridon, secrétaire national des Jeunes Socialistes et élu de la ville de Cergy, de vous retrouver pour cette table ronde sur l'autonomie de la jeunesse. Donc juste après, Garance va inviter nos invités à nous rejoindre. Mais avant ça, pourquoi cette table ronde ? Évidemment parce que pour nous, socialistes, effectivement, la jeunesse, son émancipation, c'est une cause importante parce qu'une jeunesse qui ne s'émancipe pas, qui n'est pas autonome, c'est une jeunesse qui ne peut pas s'engager. Mais on dit souvent, et on a l'erreur de prendre la jeunesse comme un bloc autonome, alors qu'en réalité, c'est des jeunesses qu'il s'agit. Il y a ceux qui étudient, il y a ceux qui doivent quitter le foyer familial tôt, il y a ces jeunesses des lycées professionnels, ou des lycées pas du tout, parce qu'en fait, il y a ceux qui travaillent très jeunes, il y a les étudiants, et c'est cette diversité de la jeunesse, qu'elle soit territoriale ou sociale, qui vient former ce bloc qu'est la jeunesse. Donc oui, pour nous, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on aide cette jeunesse à être autonome dans toute sa diversité. Et pour nous, socialistes, il est important de ne pas parler qu'à la jeunesse étudiante de France. Parce qu'effectivement, c'est une jeunesse importante, mais c'est aussi la jeunesse des lycées pro, des bacs pro qu'il faut qu'on aille rechercher. Parce que c'est eux qui seront demain le cœur de notre électorat et le cœur de notre cible politique. Donc voilà, Garance, je te laisse la parole. Alors bonjour, donc pour cette table ronde, j'appelle Fatia Kelouachi, qui est députée de Seine-Saint-Denis. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et qui prépare donc une proposition de loi en vue de faire le Crous à 1 € pour tous les étudiantes et étudiants de France. J'appelle également Maxime Sauvage, qui est secrétaire national à la jeunesse et au sport, et qui est premier adjoint du 20e arrondissement de Paris. J'appelle maintenant Emma Rafovic, qui est présidente des Jeunes Socialistes. Lucas Astouin, étudiant à Paris 1 et membre du bureau national de l'UNEF. Manon Aknin, qui est directrice de Copains Marseille, qui est une association qui offre des paniers alimentaires et d'hygiène aux étudiants français, enfin aux étudiants en France. Amine Kessassi, qui est présidente de l'association Conscience et militant des quartiers populaires. Élysande Merlier, qui est jeune socialiste à Limoges. Il nous manque une chaise.
Et donc, je vais vous poser une première question. On va pas Marseille a le sens de l'hospitalité, ça c'est Tout la à moindre des choses. Alors, la première question est comment agir pour l'autonomie des jeunes en une mesure ou une action. Donc, je vais passer la parole à Fatia, qui ensuite nous quittera pour être au plus proche des facs. Je te remercie, Garance. Alors, une proposition, une action. Donc, le Parti socialiste, comme vous le savez, on a une niche à l'Assemblée nationale le 9 février. Et dans cette niche, je fais faire une proposition de loi d'un repas pour tous les étudiants de France, boursiers, non boursiers, français, internationaux. Donc cette proposition, c'est un repas à 1 euro. Dans tous les crous, dans toutes les cafétérias, tous les restaurants universitaires, les étudiants pourront manger midi et soir pour 1 euro. Alors, je vais développer et après, je vais devoir partir à 16h30 parce que je fais ma tournée nationale des universités. Je vais essayer de développer en expliquant pourquoi je viens à cette mesure. Alors, ce n'est pas une grande mesure, ce n'est pas une allocation autonomie, mais dans les années à venir, de toute façon, il va falloir qu'on en reparle puisque Boris Vallaud avait défendu une très belle proposition qui était la proposition L avec une allocation d'autonomie jeunesse et nous allons à nouveau la défendre très vite. De façon ponctuelle, de façon urgente, les étudiants ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. On les voit dans les chaînes alimentaires, on les voit faire des queues très longues et hier avec Boris, on était à une distribution alimentaire de copains à Paris, 350 étudiants ont pris rendez-vous, ils prennent que 350 personnes sur rendez-vous. Et pour moi, j'ai trouvé ça difficile de voir un jeune avec son petit panier prendre un oignon, 2 carottes, c'est-à-dire de quoi manger pour un jour, et puis rentrer chez lui. Et cette distribution elle a lieu tous les 15 jours. Alors c'est bien, c'est extraordinaire. Et puis on a Manon ici qui va nous parler de copains. Mais on arrive dans une société du palliatif, on arrive dans une société où l'associatif joue le rôle du service public. Or, nous, personnes de gauche, on est contre ce système. Voilà. Le service public, c'est un service qui doit être fort. Les crous doivent être dotés de façon à pouvoir accueillir nos étudiants convenablement et de façon à ce que chaque étudiant qui vit en France puisse manger à sa faim. Comment peut-on imaginer une société, comment peut-on imaginer un pays aussi riche que la France avec des jeunes qui font la queue. On a l'impression d'être revenus à des époques sombres, des jeunes qui font la queue avec leur petit panier pour avoir quelques fruits et quelques légumes. C'est absolument inadmissible et inconcevable. Et il faut que ça s'arrête. Alors, Copain est ici pour nous parler de la situation. Et je sais très bien que 10 millions d'euros ont été rajouter en renfort pour les associations et les aides alimentaires. Mais pourquoi rajouter de l'argent aux aides alimentaires ? Parce que l'État ne fait plus son rôle, en fait, ne joue plus son rôle protecteur de nos étudiants. Aujourd'hui, hier, en tout cas avec Boris, j'ai essayé de sonder un maximum d'étudiants. On a tout type d'étudiants. On a des étudiants en rupture familiale. On a des étudiants boursiers, mais qui n'ont qu'un repas à 1 euro par jour. Et donc le deuxième repas, il faut le payer. On a des étudiants non boursiers, précaires. Enfin voilà, il y a tout type. On a des étudiants étrangers qui n'ont donc aucun accès aux bourses ou aux aides de bourse. Donc voilà, donc je pense que cette proposition de loi, elle est bienvenue. Aujourd'hui, je vois que j'ai un écho quand même très positif dans l'opinion publique, mais aussi auprès de mes collègues à l'Assemblée nationale. Nous verrons bien le 9 février, mais moi je ne lâcherai rien parce qu'il est absolument indigne pour notre société, pour notre philosophie, notre façon de voir la vie, de ne pas partager. Et puis, je vais quand même revenir sur l'allocation autonomie, parce que ce qu'on m'oppose souvent, c'est en France, on a un système de bourse. En France, on ne paye quasiment pas le droit universitaire. En France, on a un ticket à 3,30 € de Crous, puisque c'est le prix social. Oui,
Sauf que quand on regarde dans les pays nordiques, moi j'ai pris la vice-présidence du groupe d'amitié avec la Finlande pour ça, pour étudier justement au plus près les universités et puis le fonctionnement des allocations autonomie dans les pays du Nord. Et quand on regarde la Suède, le Danemark et la Finlande, on voit bien que oui, le repas est plus cher, mais par contre les aides, elles sont beaucoup plus conséquentes. Un jeune de 18 ans a déjà une allocation d'autonomie autour de 850 €. Voilà. Et plus peut s'ajouter des prêts à taux zéro, mais donnés par l'État, pas par des banques, et s'ajoutent aussi des bourses. Donc un jeune en Suède, par exemple, peut avoir une allocation autour de 1 100 € par mois. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Nous, en France, on n'a pas du tout... le système des bourses est totalement à bout de souffle, et c'est vraiment à bout de souffle, parce que quand on regarde les étudiants boursiers, 50% des étudiants boursiers ont une bourse de moins de 150 € par mois sur 10 mois. Donc, autour de 100 € par mois, 120 € par mois. 50% des étudiants boursiers ont 100 € de bourse par mois. Voilà. Donc, le système est compliqué. Il y a des effets de seuil aussi, c'est-à-dire qu'un étudiant... Et bien sûr, c'est toujours le revenu des parents en France. Hein. On est toujours dans le foyer fiscal des parents. Un jeune en France, par exemple, si le foyer fiscal des parents dépasse de 50 € annuels, le jeune peut se voir ne pas avoir de bourse ou on peut lui retirer sa bourse. Voilà. Tout ça, c'est à revoir. Donc, ma petite PPL, le repas à 1 €, elle sera vraiment la bienvenue, mais je pense qu'il y a une restructuration globale et des bourses, et puis aussi de comment on rend autonomes nos jeunes. Voilà, merci beaucoup Fatia, et tu sais que les jeunes socialistes sont et seront à tes côtés pour défendre cette proposition de loi qui est juste et nécessaire. Alors on parlait en introduction de la diversité de la jeunesse de France, de cette diversité territoriale, sociale, d'origine. Donc voilà, on va passer tout de suite la parole à Yvan Merlier, qui est justement militant jeune socialiste à Limoges, en Haute-Vienne, du coup dans un autre type de territoire, et qui va peut-être pouvoir nous parler d'une proposition concrète pour l'autonomie de la jeunesse. Oui, merci Louis. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, pardon. Donc effectivement, je vais pas revenir sur tout ce que vient de dire notre camarade député qui je pense va dans le bon sens. On est face à une vraie proposition de loi qui a du sens pour les étudiants aujourd'hui. Effectivement, dans un territoire précaire en Haute-Vienne, moi je peux évidemment constater qu'on a un nombre croissant d'étudiantes et d'étudiants qui se retrouvent désormais à devoir se rendre effectivement dans les associations, à la banque alimentaire, au Resto du Cœur, etc. Voilà, ça se généralise presque, et on a envie évidemment de changer cela, et cette proposition va dans le bon sens. Alors, une action en faveur de la jeunesse, mais j'ai envie de dire, est-ce que le point de départ, il ne part pas simplement du fait de parvenir à reparler à notre jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, et qui, je pense, sera partagé par tous, c'est que nous sommes, mais plus généralement, le politique est plutôt inaudible lorsqu'il souhaite parler à la jeunesse. Et je prends pour témoignage les résultats aux dernières élections, où effectivement on a 70% des jeunes qui se seraient abstenus aux élections législatives. Sur ces 70%, donc voilà, beaucoup de jeunes évidemment des quartiers prioritaires, etc., mais un mouvement plus général, hein. Je pense qu'on ne peut pas non plus généraliser. On ne peut pas pointer du doigt une catégorie de la jeunesse. On voit bien aujourd'hui cette difficulté. Sur les 30% de jeunes qui ont participé, on estime à environ 1 sur 2 qui auraient voté pour les candidats de gauche aux élections législatives. Ce qui veut dire que 85% des jeunes dans ce pays ne se sont pas retrouvés dans le message que nous avons porté. Alors, pourquoi ? Plusieurs pistes à évoquer, à mon avis. D'abord, effectivement, la question de la méthode. Aujourd'hui, peut-être que notre parti a du travail à faire, et encore une fois, nous ne sommes pas les seuls, pour parvenir à s'emparer des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes de communication. Mais évidemment aussi les questions des idées. La précarité, le travail aussi.
avec une crise sanitaire, vous en avez parlé en introduction, qui a totalement bouleversé le rapport au travail. Aujourd'hui, on a un certain nombre de jeunes qui souhaitent travailler, mais dans des entreprises engagées, dans des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire. Donc, vraie question sur comment on parvient à développer ce modèle. La question du travail qui fait évidemment écho à la question des retraites, où là aussi, quel projet nous portons et comment on arrive à intégrer la jeunesse dans notre mobilisation contre la réforme des retraites. Et je voulais en venir aussi à l'enjeu européen, parce que des élections européennes s'amorcent, et une fois qu'on a fait le bilan que cette jeunesse est un petit peu éloignée du paysage politique, on peut quand même se demander comment on va réussir à faire venir cette jeunesse vers nous aux élections européennes, en sachant évidemment que les élections européennes ont une incidence derrière si nous souhaitons avoir un projet cohérent lors de l'élection présidentielle. 2 points sur la question des élections européennes. D'abord, la question de l'écologie, qui est fondamentale. Aujourd'hui, sur cette question, on peut avoir toutes les positions écologiques qu'on souhaite en France. On peut porter un leader de gauche au pouvoir, tout ce qui portera des propositions écologiques. Néanmoins, si nous ne sommes pas fermes sur notre engagement pro-européen, si nous ne prenons pas à bras-le-corps la question écologique au niveau européen, eh bien, jamais nous ne parviendrons quelque part à avoir une solution crédible et à avoir une solution ferme sur cette question. Et deuxième exemple, et j'ai bien entendu que mon temps défilait et qu'il allait falloir que je conclue, mais deuxième exemple sur la question de la crise internationale, où là aussi on peut se poser des questions et où les socialistes vont avoir des choses à dire, à l'heure où depuis les années 90, quelque part, on ne parlait plus vraiment de la question militaire, puis qui était un petit peu passée aux oubliettes, parce que quelque part on ne pensait pas forcément qu'il y aurait de nouveau une guerre. Quelle position les socialistes tiendront sur la question militaire, sur la question de l'Europe de la défense? Voilà des enjeux sur lesquels nous devons nous positionner et sur lesquels, pardon de le dire, nous nous démarquons, nous socialistes, fermement par rapport aux populistes de gauche comme de droite. Donc oui, voilà, redonner du sens à notre engagement, c'est aussi parler à notre jeunesse par notre prisme global qui voilà, ne sombre pas effectivement dans la caricature, mais qui trouve des solutions globales qui intègrent à la fois ces dimensions et qui n'oublient pas notre identité socialiste. Je vous remercie. Merci Lysandre. Maintenant, je vais passer la parole à Manon. Donc, comme Fathia l'a dit, tu es membre de l'association Copain et donc tu sauves les jeunes d'une précarité alimentaire quand l'État les abandonne. Alors, je te laisse présenter en plus ton association. Bonjour, merci à tous. Alors, je m'appelle Manon, je fais partie de l'association Copain. Copain est une association qui a été fondée après le premier confinement pour répondre à la précarité étudiante qui a été totalement mise en avant pendant le confinement. La précarité étudiante existe évidemment avant le premier confinement. On savait qu'elle existait. Pendant le confinement, ça a été quelque chose qui a été vu par tout le monde. Et après le second confinement, on a tous vu les scènes à la télé des files d'attente devant les banques alimentaires. Et donc, Copain, justement, est né pour pallier à cette précarité et essayer d'aider au mieux les jeunes pour les accompagner. Donc, on distribue des paniers alimentaires et d'hygiène à tous les étudiants de moins de 26 ans. Donc, on a choisi justement de cibler cette partie de la population puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup en fait, d'étudiants étaient freinés pour aller en fait dans les banques alimentaires parce que ça peut quand même être assez impressionnant de se rendre dans des banques alimentaires alors qu'on voit des familles ou parfois même des personnes âgées qui viennent aussi demander de l'aide alimentaire. Et donc cette association qui réunit des jeunes, eh bien, ça permet d'avoir à la fois des bénévoles et des bénéficiaires qui ont la même tranche d'âge et ça permet justement de casser cette barrière pour offrir au maximum d'étudiants eh bien, cette possibilité de se nourrir. C'est une association, donc, comme je l'ai dit, qui distribue des paniers alimentaires.
C'est pour ça en fait qu'on est connu, puisque c'est le premier pan de ce qu'on fait. Sauf que Copain, ce n'est pas seulement de la distribution d'aide alimentaire. On aide les jeunes sur tous les pans de la précarité, donc que ce soit alimentaire, hygiène, non alimentaire, et également l'aspect social qui est de plus en plus mis en avant, puisque la précarité, ce n'est pas seulement avoir faim. La précarité peut être aussi synonyme d'exclusion, qu'on soit étudiant dans une université, mais également on a remarqué que beaucoup d'étudiants en fait, qui sont étrangers arrivent et sont en manque de moyens pour se nourrir. Ils sont exclus un petit peu des autres groupes, et donc il y a tout un aspect social qui a été mis en place pour les accompagner en ce qui concerne les aides au logement, à la santé, ou peu importe quelle aide un étudiant aurait besoin d'avoir. Copain est là pour essayer de les orienter au maximum vers les structures qui sont adaptées. On met en place également donc un coin suivi, mais également tout un pôle qui concerne le sport et la culture, pour offrir à ces étudiants des opportunités pour aller assister à des événements sportifs, à des événements culturels auxquels ils n'auraient pas forcément l'occasion de participer. Copain aussi, ça fait pratiquement 2 ans qu'on existe. On met en place chaque année des études concernant la précarité, et ça permet en fait de connaître le profil de nos bénéficiaires. La majorité de nos bénéficiaires sont des femmes, et on se rend compte également que les étudiants qui bénéficient de nos paniers ne sont pas forcément boursiers, ou sont boursiers mais les bourses ne sont pas suffisamment, ne les aident pas suffisamment. Malgré les autres aides qui peuvent exister, mais ils ne sont pas forcément aidés suffisamment. Également beaucoup d'étudiants étrangers, puisque ils ne sont pas, comme ce qui avait été dit, ils ne bénéficient pas forcément des bourses. Donc nous, on est là pour les aider au maximum. Copain, c'est une association qui est née d'abord sur Paris, sauf que la précarité étudiante n'existe malheureusement pas qu'à Paris. Et donc, cette année, il y a vraiment tout un aspect de développement sur le plan national qui est mis en place. Ça a déjà été le cas avec l'implantation de l'antenne à Angers en mars dernier, et plus récemment à Marseille, qui a ouvert en septembre dernier. Et on se rend compte que dans n'importe quelle ville en fait, où on va, les étudiants sont là, et les étudiants ont besoin de cette association, puisque finalement, il n'y a pas forcément d'autres aides qui sont mises en place. Pour parler spécialement de Marseille, puisque c'est quelque chose que je connais bien et je suis dans l'association du coup sur Marseille, les étudiants étrangers sont dans une grande demande. On a beaucoup d'étudiants qui viennent de plein de pays autres que la France et qui sont en demande de produits alimentaires. Et dans d'autres villes, en fait, ça existe évidemment. Copain a pour but d'implanter à peu près 15 antennes dans toute la France. Et on se rend compte que dès qu'on annonce qu'il y a des antennes qui vont ouvrir dans toute la France, eh bien, il y a beaucoup d'étudiants qui demandent à bénéficier de nos produits. Donc, nous, on est contents d'aider ces étudiants parce qu'ils en ont besoin. Toutefois, on ne devrait pas forcément être là. Donc, voilà, c'est tout. C'est déjà impressionnant. Alors, on a parlé beaucoup du constat, et tu as fait un constat assez noir. On aimerait revenir sur peut-être une proposition en te passant la parole, mais c'est une relance, tu dis ce que tu veux évidemment, Lucas. Un combat historique des jeunes socialistes que vous partagez aussi à l'UNEF, c'est non seulement effectivement le repas à 1 euro pour le Crous, mais aussi l'allocation d'autonomie jeunesse que les socialistes ont défendue lors de la campagne législative avec l'accord de la NUPES. Donc ce revenu, cette allocation d'autonomie jeunesse de 1 102 € qui permettrait d'être une solution. Peut-être que vous, à l'UNEF, vous avez des combats historiques, des portées, quelque chose à présenter. En tout cas, la parole est à toi et merci de venir partager avec nous. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir ici. Ça me fait très sincèrement plaisir de voir cette question justement des étudiants qui est largement abordée. Comme ça a été dit, nous, c'est une question, cette précarité et cette question surtout de l'autonomie, c'est quelque chose dont on avait conscience bien avant la crise. Malheureusement, il a fallu cette crise pour que ça soit largement mis en avant. Mais effectivement, comme Louis l'a dit, on partage beaucoup de combats communs, peut-être pour une raison assez évidente. Mais cette question de l'allocation d'autonomie, alors nous, qui est un peu différente,
de celle qui est proposée par le MJS, elle a quand même quelque chose de commun, c'est la refonte complète en fait du Crous et des bourses. C'est des outils très importants qui ont été d'ailleurs mis en place à l'époque par l'UNEF, alors l'ancienne UNEF, mais qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés à la situation. Nous, notre combat principal dans cette refonte des bourses, ça va être justement déjà d'une première part de lisser en fait les différents échelons. Le premier échelon, c'est 33 000 euros à l'année. Bon, c'est un échelon déjà qui est pas suffisamment bas selon nous. Et surtout, c'est un échelon qui fait qu'en gagnant peut-être 900 euros de plus par mois, on perd jusqu'à plusieurs échelons, mais donc surtout plusieurs centaines d'euros ou à l'année, voire même au mois. Les bourses aujourd'hui, un échelon 7, ça va être 535 euros par mois. Est-ce que ça, c'est nécessaire pour vivre ? Est-ce que c'est assez ? Évidemment, ça ne l'est pas. Alors, quand on n'a pas assez d'argent pour pouvoir vivre, qu'est-ce qu'on fait ? On devient salarié. En devenant salarié, plusieurs impacts. Le premier, évidemment, c'est qu'avec des rentrées financières plus importantes, nos bourses, mécaniquement, se mettent à baisser. On se retrouve dans un cercle qui est vicieux, parce que obligé de travailler, moins de bourses, moins d'argent, donc besoin de travailler plus, moins de bourses, etc., etc. D'une autre part, et ça a été prouvé maintes et maintes fois, c'est que les étudiants salariés réussissent moins bien leurs études que leurs camarades de classe qui, eux, ne le sont pas. Donc on se trouve également sur une vraie problématique globale dans notre pays, qui fait que lorsqu'on est défavorisé à l'origine, ça nous poursuit jusqu'à dans l'enseignement supérieur. Plusieurs autres raisons autres que les bourses, c'est également la situation aujourd'hui du logement étudiant. Logement étudiant qui est qui n'est pas assez répandu, qui a un sous-investissement chronique. Aujourd'hui, il manquerait à peu près 2500 CTU pour qu'on se retrouve dans une situation qui serait à minima pérenne. Alors, on peut se demander pourquoi on ne le fait pas. Parce que ça a été calculé, ça représente 300 millions d'euros d'investissement. Est-ce que 300 millions d'euros d'investissement pour que nos étudiants ne se retrouvent pas à payer des loyers exorbitants, notamment quand ils vivent à Paris ? Est-ce que 300 millions d'euros, c'est énorme quand on a des étudiants qui se retrouvent à vivre dans des cités universitaires qui sont infestées de cafards, qui ne possèdent pas le chauffage ? Nous, on considère que non, 300 millions, c'est un investissement nécessaire, surtout quand, dans le même temps, on nous parle de 400 milliards d'euros qui seraient investis dans l'armée. Alors, l'armée, c'est vrai que c'est important pour un pays, mais est-ce que former sa jeunesse, ça ne l'est pas également ? On pense que oui. Le repas à 1 euro est également quelque chose avec lequel on s'est énormément battu. Je ne pense pas que grand monde soit au courant ici, mais il y a 2 ans, lorsque le repas à 1 euro a pris fin, il y a eu un vote au sein de la représentation nationale des Crous, et malheureusement, l'UNEF a été la seule organisation étudiante qui était représentée dans ce conseil à s'être battue pour pouvoir le garder. Alors le gouvernement s'est lui-même rendu compte de la stupidité de supprimer une telle aide, puisqu'il a décidé en partie de le rétablir suivant les conditions. Alors, il faut faire une demande, et si on considère que notre condition est nécessaire en fait à ce rétablissement du repas à 1 euro, alors on y aurait le droit. En plus de ça, c'est une mesure qui est très peu connue des étudiants, qui a été fait un peu à la va-vite, parce qu'on a bien compris, le but c'est que le moins d'étudiants justement puissent en bénéficier, et c'est pour ça que nous, en tant qu'organisation étudiante, on salue que ce sujet-là soit porté à l'Assemblée, et on espère qu'il pourra passer, car il est central dans les années à venir avec l'inflation. Voilà. Merci pour ces mots, Lucas. C'est bien de rappeler que les jeunes, quand on est étudiant, on n'a pas besoin d'avoir un travail à côté, parce que je viens quand même d'une région où la présidente n'a rien trouvé de mieux à faire que de payer, donner de l'argent en plus aux jeunes qui travaillent pour les inciter à travailler quand ils sont étudiants. Donc merci de le rappeler. Et je passe la parole maintenant à Amine, qui va nous raconter son engagement auprès des quartiers populaires. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Je suis le président fondateur de l'association Conscience. Conscience est une association qui est née dans les quartiers populaires de Marseille, précisément dans le 13e, à Frévalon. Et depuis presque 3 ans maintenant, on se bat justement pour réexpliquer la place de la jeunesse dans les quartiers populaires, pour réconcilier un peu la politique et les jeunes. Et aujourd'hui, moi, j'ai honte en voyant que les seules personnes qui viennent nous parler dans nos quartiers, que c'est le Front National, qu'aujourd'hui le Front National, il se soit désignés, autoproclamés comme étant les défendeurs de la jeunesse, comme étant les défendeurs des classes populaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je voudrais réaffirmer les intentions de la gauche. C'est d'expliquer qu'aujourd'hui, la gauche... Qu'est-ce que c'est la gauche ? C'est l'humanisme, c'est la jeunesse, c'est ses idées progressistes, c'est l'écologie, c'est le féminisme, c'est tout ça la gauche. Et c'est aussi les quartiers populaires. Et ça, on l'a beaucoup oublié. On l'a beaucoup oublié, et puis on peut dire que la gauche, elle est présente, que la gauche, elle a milité, que la gauche, elle a fait un tas de choses. Et c'est vrai, la gauche, elle a milité dans les quartiers populaires. Pendant des années, c'est la gauche qui était là pour défendre les quartiers populaires. Aujourd'hui, le Front National essaie de s'imposer. Moi, je viens d'un arrondissement, le 13e arrondissement, où c'est une députée Front National qui a gagné, où pendant les élections départementales, c'est le Front National qui a gagné, les élections municipales, c'est le Front National qui a gagné, dans des secteurs où le Front National n'a jamais cessé d'insulter la jeunesse, il n'a jamais cessé d'insulter les classes populaires, et ça c'est une honte, et c'est à nous, c'est notre responsabilité collective de les faire partir. Et je vois Olivier Faure là. Le message que je voudrais moi vous faire passer aujourd'hui, c'est même si on peut dire que la gauche, moi en vous voyant aujourd'hui, je dis que la gauche elle est très très belle, et elle est terriblement belle même. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit aujourd'hui renouer avec la jeunesse, on doit aujourd'hui renouer avec les quartiers populaires, parce que ceux qui nous ont toujours défendus, parce que ceux qui vivent dans ces quartiers populaires, parce que ceux qui y sont au quotidien, qui font un travail remarquable, parce que c'est nous et c'est personne d'autre. C'est nous qui y sommes au quotidien, c'est nous qui avons milité, c'est nous qui sortons à la rue aux côtés de la CGT, c'est nous qui sommes aux côtés des étudiants, parce que l'association que je préside, on est présent dans les quartiers populaires, mais il y a beaucoup d'étudiants dans les quartiers populaires, donc on développe également un accompagnement alimentaire. Donc ce que fait COP1, qu'on peut vraiment saluer, on le fait également à notre échelle et dans nos quartiers. Mais voilà, aujourd'hui, si on doit porter un combat, c'est justement ça, c'est de renouer avec la classe populaire et de ne pas oublier qui nous sommes, parce qu'on est nous. Merci beaucoup pour tes mots. Et je me sens obligé de commenter et de compléter en disant que oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est les élus de gauche qui, au pouvoir dans nos collectivités territoriales et locales, forment le dernier rempart contre la montée de l'extrême droite et contre l'abandon honteux de l'État, de sa jeunesse, le manque de financement de nos services publics. Et dans des territoires comme à Marseille, comme dans nos territoires plus ruraux, et même où j'habite, donc en banlieue à Cergy, je suis venu avec quelques camarades élus de la ville, ils ne me contrediront pas. Si la ville n'est plus là pour financer les écoles, pour mettre en place des ateliers d'accompagnement périscolaire, il n'y a plus rien qui retient la jeunesse. Et si on n'oppose pas la force d'un modèle, celui de la République, à celui que propose le repli sur soi identitaire de l'extrême droite, il ne restera plus rien dans ce pays. Et en 2027, on peut ouvrir grand les portes. Et c'est ça l'enjeu pour nous de ce congrès. C'est ça qu'on veut appuyer, nous, les jeunes socialistes. C'est pour ça qu'on est très fiers d'avoir ce temps introductif, quasiment, de ce congrès sur l'autonomie de la jeunesse. Donc pour relever tous ces défis, on va laisser la parole à notre premier adjoint à la mairie du 20e arrondissement de Paris et secrétaire national à la jeunesse et au sport du Parti socialiste, Maxime Sauvage, qui va devoir nous expliquer comment relever le défi de l'autonomie de la jeunesse. Vu le temps que j'ai, je vais me focaliser sur une proposition qu'on porte depuis plusieurs années au Parti socialiste et qui fait écho à ce qu'on a pu se dire jusqu'à maintenant. Et d'abord, rappeler le constat qui nous a amené à mettre en place ce que je vais évoquer, c'est le minimum jeunesse. C'est un constat qui est objectif, qui se base sur de nombreux rapports, et notamment sur le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités qui est sorti il y a quelques semaines. Si on fixe le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, c'est-à-dire 940 € par mois, il y a 5 millions de personnes en France qui sont en situation de pauvreté, soit 8% de la population. Et un pauvre sur deux en France a moins de 30 ans.
Et les disparités selon les catégories d'âge, elles sont énormes. Le taux de pauvreté chez les plus de 65 ans, c'est 3%. Et la catégorie d'âge où les pauvres sont les plus nombreux, c'est les 18-25 ans. Je vais y revenir, c'est pour une raison très particulière, où c'est près de 14%. Et donc, on peut considérer que, après tout, c'est l'ordre des choses. Mais je crois qu'en tant que socialiste, ça doit nous interpeller. On doit combattre cela, sachant que ces chiffres-là, il y a aussi des fortes disparités territoriales, puisqu'ils sont bien plus importants dans les quartiers prioritaires de la ville ou encore dans les départements et régions dits d'outre-mer. Ça a des conséquences très concrètes, cette paupérisation de la jeunesse, en matière d'accès au logement, en matière d'accès à la santé, à l'alimentation, d'où la proposition de Fathia Kelouachi, en matière de formation et en matière de loisirs. Cette situation, elle est due à des choix très anciens qui remontent souvent à l'après-guerre, où il y a eu cette logique de dire que les jeunes relevaient d'abord de la solidarité familiale avec une logique de familialisation qui a montré depuis de nombreuses années ses limites. Et puis il y a aussi cette idée de dire qu'il faut que jeunesse se fasse, et ça passe notamment par le fait de devoir en baver, que l'instauration d'un revenu minimum pour la jeunesse la désinciterait à s'insérer professionnellement ou à faire des études, ce que toutes les études ou tous les rapports montrent que c'est faux. Et donc on a une proposition qui a été travaillée, je vais les citer, il y en a un de ses auteurs au premier rang ici, par deux députés, Hervé Solignac, député de l'Ardèche, et Boris Vallaud, député des Landes, qui ont déposé il y a 2 ans maintenant une proposition de loi dont faisait référence Fathia, qui s'appelait la proposition d'aide individuelle à l'émancipation solidaire, qui reposait sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est l'instauration d'un minimum jeunesse pour faire coïncider la majorité sociale, l'âge où on a accès à tous les droits sociaux, qui aujourd'hui est à 25 ans au fond, puisque le RSA est ouvert à partir de 25 ans. Il y a un RSA jeune, mais seulement 800 personnes en bénéficient en France, avec la majorité politique. Et donc, c'est l'ouverture d'un revenu minimal qu'on a appelé le minimum jeunesse pour les 18-25 ans, qui se base sur le montant du RSA, mais avec des majorations, les bourses, mais dans un système repensé, les appels pour tout le volet logement, qui a la particularité aussi, pour combattre le phénomène de non-recours, et je pense que c'est l'avenir pour les autres aides, d'automatisation, avec aussi un principe de dégressivité en fonction de l'évolution d'autres revenus, et puis l'idée de dire qu'il n'y a aucun contrat à signer, puisque c'est un revenu en fait de minimum pour vivre décemment, et en aucun cas le versement de ce revenu serait une entrave à l'insertion professionnelle, bien au contraire. Et parce qu'il y a des inégalités de revenus très fortes, il y a aussi des inégalités patrimoniales très fortes. C'est pour ça que ce minimum jeunesse a été pensé avec la mise en place d'une dotation tremplin pour donner un capital à tout jeune qui arriverait à 18 ans, qui lui permettrait de financer plusieurs de ces projets, un capital qu'on a fixé à 5 000 €, mais on a vocation de toute façon dans les semaines et les mois à venir, c'est même un devoir de retravailler ces propositions. Et donc ce capital qui serait versé sur le compte personnel d'activité aurait vocation à financer des projets tels que la création d'entreprises ou d'associations, de pouvoir aussi financer ses études ou encore des projets liés à la mobilité comme passer son permis de conduire. Voilà, donc c'est des propositions qu'on avait mis dans le débat, qu'on doit continuer à porter et qu'on doit aussi faire évoluer parce que la jeunesse nous attend et le Parti socialiste doit répondre à tous ces enjeux d'émancipation de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maxime pour ces paroles. Maintenant, je vais passer la parole à Emma Rafovic, qui est présidente des Jeunes Socialistes, qui est ma présidente et qui va conclure, qui va faire la dernière intervention de cette table ronde. Merci à ma trésorière. Déjà commencer par vous remercier Garance et Louis pour l'animation de cette table ronde. Garance et Louis qui sont évidemment des représentants ce soir aujourd'hui, tout le monde dit ce soir, mais je te rejoins Lysandre là-dessus, cet après-midi qui sont des représentants de l'équipe nationale des jeunes socialistes, et je pense qu'il faut aussi les applaudir pour tout le boulot qu'ils font au quotidien. Merci à tous pour vos mots, et moi je tiens aussi quand même à commencer en disant que depuis quelques mois, depuis que les jeunes socialistes reviennent et sont de nouveau une organisation de jeunesse particulièrement en première ligne dans toutes nos organisations, on arrive aussi, je crois, à renouer avec d'autres acteurs, finalement, de la jeunesse, desquels, par moments, nous nous étions éloignés. Je pense évidemment à l'UNEF, et Lucas, merci énormément d'être avec nous, mais aussi, évidemment, Manon, Amine, vous représentez
quelque chose aujourd'hui qui pour nous est particulièrement fort. Et on a envie en tant que socialiste, en tant que jeune socialiste, d'ouvrir aussi cette séquence et ce congrès en rappelant que nous ne sommes pas ici finalement pour juste nous parler entre nous. Évidemment, ce congrès est important puisque pour nous socialistes, il a ouvert des débats, il a permis de mettre beaucoup de sujets sur la table, mais surtout, il doit nous permettre de nous rappeler toujours que nous sommes dans un monde, dans un pays qui est aujourd'hui la proie de nombreuses menaces, de nombreux défis. Celui qu'aujourd'hui on avait envie de mettre en avant, c'est évidemment celui de la précarité des jeunesses. Louis l'a dit tout à l'heure en introduction, parler finalement de jeunesse et même d'autonomie de la jeunesse, c'est un peu un serpent de mer pour nous socialistes, mais c'est finalement le serpent de mer que dès qu'on l'évoque, on a besoin très rapidement de dire autre chose. On a parlé beaucoup d'étudiants aujourd'hui, mais les jeunesses ne sont pas qu'étudiantes, elles sont aussi lycéennes, elles sont parfois en alternance, en apprentissage, elles sont parfois sans emploi, elles sont souvent précaires. Aujourd'hui, je crois qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, c'est peut-être ce qui unit la jeunesse de ce pays. Des inégalités et aussi, je pense que c'est important de se le rappeler, un manque d'espoir profond. Et Amine, tout à l'heure, tu parlais de la nécessité de la gauche de pouvoir finalement retrouver le chemin d'un discours fort dans ces territoires où on sait que parfois, nous, socialistes, nous sommes soit devenus inaudibles, soit en tout cas parfois impuissants ou surtout discrédités pour une partie de la jeunesse qui pourtant attend plus que jamais de notre part des réponses fortes. Lysandre, tout à l'heure, tu évoquais la question de l'Europe, finalement la question de tous ces idéaux qu'on a besoin de porter. Ça me permet d'ailleurs de saluer tout le travail qui est réalisé par João Martins Pereira, qui nous représente au sein du bureau de YES, les jeunes socialistes européens. Aujourd'hui, les jeunes socialistes et les socialistes globalement, on a besoin de porter un discours fort parce que finalement, ce qu'on doit retisser pour la jeunesse, c'est le lien entre la République, les solutions que peut apporter la République et donc les services publics, et comment on arrive à réincarner ça, nous, en tant que socialistes. Parce que la réalité, c'est que nous le faisons au quotidien. Et ici, nous avons de nombreux maires, de nombreux parlementaires, de nombreux présidents de conseils départementaux, de nombreux présidents de plein d'institutions. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes plus autant écoutés? Et pourquoi nous n'arrivons pas à réincarner de grandes réponses? Pourtant, cela est fait. Quand je pense à ce qui est fait parfois à Rennes, à Nantes, dans plein de municipalités où, par exemple, des grandes politiques ambitieuses sont faites pour, par exemple, permettre à la jeunesse, notamment aux jeunes femmes, d'accéder aux soins. D'ailleurs, ça me permet aussi de dire qu'aujourd'hui, une énorme rupture pour les jeunes, c'est notamment l'accès aux soins. C'est quelque chose qui doit nous unir en tant que socialistes. Et l'autonomie, ce combat pour l'autonomie, c'est un combat pour l'émancipation. Mais nous devons être lucides. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas tout à fait à convaincre, c'est parce que d'autres le font à notre place. Non pas avec beaucoup parfois de conviction, mais peut-être beaucoup de désespoir. Et c'est ce que disait Amine tout à l'heure. Si aujourd'hui, dans de nombreux territoires, c'est l'extrême droite qui parvient à être la première réponse à la détresse de la jeunesse, c'est parce que nous, socialistes, nous, gauche dans sa globalité, nous avons raté quelque chose. Et je crois que c'est ça le message d'espoir, mais surtout l'interpellation que tous les jeunes socialistes avaient envie de vous faire à nous tous, mais de vous faire à vous tous ici, socialistes qui êtes présents. Comment retrouver cette voie qui permettra de faire en sorte que les socialistes, à nouveau, incarnent un espoir pour la jeunesse? Comment faire en sorte que les jeunes demain aillent voter? Comment faire en sorte qu'ils aillent voter pour la gauche aux élections européennes? Comment faire en sorte, puisque c'est la prochaine échéance, et tu l'évoquais tout à l'heure, Lysandre, comment faire en sorte que la jeunesse de ce pays trouve dans les services publics, dans la République, l'incarnation, la transcendance politique dont je crois nous avons tous envie, dans laquelle nous qu'il trouve un espoir. C'est le chemin que nous proposons. Avec les jeunes socialistes, nous parlons de minimum jeunesse, nous parlons de santé universelle, nous parlons de citoyenneté, nous parlons de droit de vote à 16 ans. Tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent être portés dans nos débats, portés dans les sections. Et ce congrès est un moment fort pour nous socialistes, mais ce à quoi nous appelons, je crois, c'est que surtout nous repartions toutes et tous dans nos sections, dans nos fédérations, et que ces défis-là que nous portons pour la jeunesse, vous puissiez demain aussi en être les ambassadeurs pour faire en sorte que demain la gauche puisse gagner, et surtout pour que nous évitions que l'extrême droite soit l'issue parfois à notre détresse collective. Donc merci à toutes et à tous pour votre
patience et pour finalement cette table ronde que j'ai trouvée passionnante. Et je laisse à Garance et Louis le mot de la fin. Merci beaucoup Emma pour ce murmure à la jeunesse. Moi, je voulais me remercier tous les intervenantes et les intervenants pour ne pas avoir uniquement parlé de la jeunesse étudiante de ce pays, parce que l'ancienne lycéenne professionnelle que je suis trouve que souvent on parle que du volet étudiant quand on parle de jeunesse, et ce n'était pas le cas là, et c'est rarement le cas au Parti socialiste, donc je voulais encore une fois vous remercier, et je laisse le mot de la fin à Louis Laridon. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants et à toutes les intervenants d'avoir participé, d'avoir pu échanger sur cette jeunesse. Je pense que ce débat, il est important. C'est symbolique que ce soit le premier de notre 80e congrès du Parti socialiste. Je pense que ce que ça veut dire, c'est que quand vous retournerez dans vos fédérations lundi, vous pourrez dire à la jeunesse, pour abriter ses luttes, ses espoirs et ses combats, il y a une maison commune. Et cette maison commune, c'est le Parti socialiste et les jeunes socialistes. Donc rejoignez-nous. Et comme nous avons beaucoup écouté un grand tribun de gauche qui a dit il y a quelques mois « faites mieux », nous avons décidé de faire beaucoup mieux que ce qu'on nous a imposé, donc de ne pas dépasser le temps qu'on nous a proposé, donc de nous arrêter ici. Merci à toutes et à tous pour ce temps formidable de débat. Et à très vite pour échanger. Merci à vous toutes, à vous tous.